Pile à l'heure pour votre rendez-vous africain, ravi de le faire avec vous sur Al24 News, comme tous les jours à 20h45. Et sans plus tarder, place au sommaire. Tunisie, ils étaient 8 millions conviés aux urnes pour dessiner un nouveau parlement, mais sur fond de crise économique, une campagne pas vraiment suivie, des quotidiens alourdis par une envolée des prix. Comment les Tunisiens ont justement perçu ce débat législatif? On en parle dès l'entame. Libye-Italie, le retour des anciennes alliances fortifiées, ça concerne le domaine de l'énergie, 8 milliards de dollars d'un partenariat qui touche au pétrole, dont Eni serait à la manivelle. Les autres détails en milieu de journal. Et c'est votre thématique du jour, la MINUSMA en débat ce week-end à New York. Le bilan de la mission onusienne au Mali laisse plus ou moins sceptique, pour ne pas dire critique, quant à ses objectifs de départ. Restez avec nous pour en connaître les raisons, c'est en fin d'édition. Et comme je vous le disais, c'est un des sujets phares du jour avec les législatifs en Tunisie destinés à élire un nouveau Parlement. Ils étaient quelques 8 millions pour le second tour d'une élection qui se déroule, il faut le dire, dans un contexte politique et économique particulier. Une participation souhaitée en haut lieu, à l'instar de Farouk Bouaskar, président de l'instance supérieure indépendante des élections, plutôt significative que celle du premier tour. L'influence du corps électoral est l'autre enjeu crucial de ce vote. On en parle avec Nariman Zegar. Ils étaient 8 millions de Tunisiens à se rendre dès les premières heures de la journée de dimanche au bureau de vote ouvert à l'occasion du second tour des législatives, dans un contexte interne particulier, dernier tournant de la feuille de route annoncée en décembre 2021 par le président tunisien Kais Saïed. L'ancien Parlement issu des législatives de 2019 a été pour rappel suspendu dans le cadre des mesures présidentielles exceptionnelles le 25 juillet 2021, avant d'être dissous en mars 2022. Les électeurs se sont présentés dans les 131 circonscriptions électorales sur tout le territoire tunisien pour élire les membres du nouveau Parlement qui aura du pain sur la planche. Je suis venue voter pour exercer mon devoir en tant que citoyenne, pour servir mon pays avec mon vote. On espère voir de bonnes choses à l'avenir. On espère que la situation de notre pays s'améliore. Lors d'un point de presse 3 heures après le démarrage du scrutin, Farouk Bouaskar, président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, a déclaré que le taux de participation demeure plus positif par rapport à celui enregistré lors du premier tour, un nouvel espoir pour un avenir tunisien meilleur. Nous espérons que le pays retournera sur le bon chemin, que le Parlement reviendra et qu'un bon gouvernement sera formé. Il faut des changements partout, il faut des changements positifs vers le meilleur pour l'intérêt des citoyens. Il faut œuvrer pour l'avenir du pays afin de se développer. La proclamation des résultats préliminaires du second tour est prévue pour le 1er février prochain. Les résultats définitifs sur la composition du Parlement, eux, seront communiqués d'ici le 4 mars 2023. 12 millions de Tunisiens appelaient donc à glisser un bulletin de vote pour des enjeux électoraux qui ne semblent pas susciter grand intérêt aux yeux d'une population qui observe son pouvoir d'achat plonger et sur fond d'une inflation à 10%, un vote qui se déroule forcément dans un environnement économique délicat, comme nous l'explique justement le spécialiste de la Tunisie et politologue Vincent Gesser. Donc on a une Tunisie qui est dans une situation qui est une très très mauvaise situation sociale et économique, qui est très fortement aidée par ses voisins et des Tunisiens qui n'ont pas du tout la tête à penser aux élections, au scrutin électoral, aux partis politiques. Donc comme je l'ai dit, finalement très forte abstention, mais qui n'est pas tant le produit d'un boycott actif plutôt qu'un désintéressement, une désillusion totale des Tunisiens. Ils ne croient plus véritablement aux politiques en général, que ce soit celle du président ou celle des partis d'opposition qui appellent au boycott. Aujourd'hui, on peut dire que ce deuxième tour des élections législatives en 2023 signe une déception totale des Tunisiens qui ne sont pas du tout préoccupés par la question électorale, pas du tout par la question politique, mais d'abord par les questions économiques et sociales.
La difficulté économique de la Tunisie, on en parle encore avec une inflation qui pénalise directement des nombreuses filières alimentaires, à l'exemple du lait, produit difficile à trouver dans les rayons des supermarchés. La consommation tunisienne du jour est d'environ 1,8 million de litres. Celle-ci, celle d'aujourd'hui, tutoierait en ce moment à peine les 1,2 millions, ce qui contraint des rationnements de la vente dans les magasins tunisiens. Autre titre du jour, puisqu'on se déplace à proximité, on va parler de la Libye, où l'Italien Eni, emmené par la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, en visite au pays, ainsi qu'une large délégation, pour paraffer un contrat mirobolant d'une hauteur de 8 milliards de dollars sur une durée de 25 ans. Les représentants des deux secteurs de l'énergie évoquent quant à eux une coopération à marquer d'une pierre blanche. La visite de Giorgia Meloni en Libye revêt un caractère exceptionnel. La coopération énergétique entre Tripoli et Rome se renforce. En plus des dossiers géopolitiques, l'élément économique est déterminant pour l'avenir des deux capitales. Les compagnies pétrolières libyennes NOC et italiennes Eni ont signé un accord gazier historique de 8 milliards de dollars. Il s'agit du premier grand projet de ce type en Libye depuis 25 ans. L'accord permettra un investissement de 8 milliards de dollars pour une période de 3 ans. C'est un partenariat que le secteur pétrolier n'a pas connu depuis 25 ans. La production des deux champs sera comprise entre 750 et 800 millions de pieds cubes de gaz par jour. Notre message est clair, que le secteur pétrolier est sans risque et prêt pour la concurrence. À Tripoli, l'enjeu énergétique est également central. La Libye reste une priorité pour l'Italie pour assurer sa sécurité énergétique. L'accord est historique et permettra de réaliser des investissements majeurs dans le secteur de l'énergie, de créer des emplois en Libye et de renforcer la position d'Eni. L'accord permettra de répondre à la plupart des besoins libyens, à condition qu'un tiers de l'énergie des deux gisements soit exporté vers l'Italie. Après un premier voyage effectué à Alger, le deuxième déplacement de Meloni sur la rive sud de la Méditerranée a été axé en particulier sur les approvisionnements de gaz d'une Italie qui tente de se défaire d'une grande dépendance à l'énergie fossile russe. Parlons à présent de la MINUSMA, la mission de maintien de paix au Mali, dont le sort a été discuté au Conseil de sécurité vendredi. Son statut est intenable selon les principaux membres de l'ONU. Et en effet, ce soir, on a voulu nous arrêter sur le sujet pour faire un bilan autour de la mission en question, tant décriée à cause, par exemple, de sa fragilité opérationnelle. On le rappelle ici que 312 de ses membres ont trouvé la mort entre 2013 et 2022 au Mali, ce qui en fait la mission la plus meurtrière. Décryptage de Mohamed Abarkan. Bien avant l'opération Serval, la France a toujours pris soin de diluer son rôle quand il s'agissait d'interventions militaires au Sahel, en mobilisant les États voisins du Mali et de la CEDEAO. À New York, elle a milité pour le déploiement d'une force militaire africaine, la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. Les discours des diplomates français plaident pour que les Africains gèrent eux-mêmes leur crise. Or, en coulisses, par le prisme historique issu de la colonisation que personne ne remet en cause, la France s'est emparée des modalités d'approche au sein de toutes les instances internationales. En 2013, Paris joue un rôle déterminant dans le déploiement des casques bleus au Mali, comme en décembre 2012, lors de la résolution 2085 qui avait institué la MISMA. La France est aussi à l'origine de la résolution 2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 25 avril 2013, qui donne naissance à la MINUSMA. Avec ses 1300 militaires, cela en fait l'une des missions de maintien de paix la plus importante en termes d'effectifs. L'effectif est à l'internationalisation, 60 nationalités, bengali, chinois, sri-lankais, égyptiens ou encore canadiens. Le siège du commandement, situé à Bamako, et où la plupart des soldats sont déployés dans une quinzaine de bases situées dans le nord et le centre du pays, une armada censée assurer la sécurité des Maliens en cas d'attaque, ce qu'elle fait rarement. Le budget annuel de la MINUSMA est évalué à 800 millions de dollars, mais son mandat demeure flou. Officiellement, la MINUSMA a pour objectif de stabiliser la situation au Mali, restaurer l'autorité de l'État et soutenir le processus de paix, sauf que la MINUSMA souvent apporte son soutien non pas à l'armée malienne, mais aux forces françaises dans le secteur. Une ambiguïté d'ailleurs qui sera dénoncée par l'Union africaine, à savoir que ce ne sont pas les casques bleus qui s'engagent contre le terrorisme, mais les forces françaises. Le contingent onusien joue les seconds couteaux pour l'agenda français,
Ailleurs, la France a fait la pluie et le beau temps concernant les résolutions pour le Mali. Paris a été accusé de vouloir changer la nature du mandat de la MINUSMA afin de l'impliquer plus directement dans des opérations de maintien de l'ordre. La France cache de moins en moins sa volonté d'instrumentaliser la MINUSMA pour accompagner l'opération Barkhane et renforcer le G5 au Sahel. Ça sera tout pour notre tour continental du jour. Merci de nous avoir été fidèles. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 et vous dis à demain.